Sous un ciel parisien déchiré par des éclairs furieux, une tempête s'annonçait, mais la véritable fureur se déchaînait dans les rues de Montmartre. Aïssa, une femme d'origine africaine, conduisait sa voiture sur les pavés luisants, son cœur battant au rythme de la pluie battante. Soudain, deux phares aveuglants surgirent dans son rétroviseur, une voiture de police conduite par Pierre Dubois, un officier connu pour son racisme abject. « Descends, sale noire !» hurla-t-il en frappant violemment la vitre de sa matraque, brisant le verre en mille éclats qui s'éparpillèrent comme des larmes de colère. Aïssa, les mains tremblantes mais visibles sur le volant, obtempéra, consciente qu'un faux mouvement pouvait lui coûter la vie. « Une femme comme toi n'a rien à faire dans une voiture aussi chère », cracha Pierre, son regard glacial chargé de mépris. Il exigea 2000 € pour la laisser partir, un sourire sadique déformant son visage. « Je ne paierai rien, espèce de corrompu », rétorqua Aïssa, sa voix vibrant d'une indignation brûlante. La fureur de Pierre explosa. Il la saisit par le bras, la jetant au sol sous la pluie torrentielle. Le choc contre les pavés froids lui coupa le souffle, et le sang coula de son front, se mêlant à l'eau sale. Les passants, cachés sous leur parapluie, regardaient en silence, leurs murmures étouffés par la tempête, tandis que l'injustice s'abattait comme un couperet sur Aïssa, une femme innocente brisée par la haine. Avant de plonger dans cette histoire explosive, chers spectateurs, montrez votre soutien en laissant un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous n'aimez pas, un petit like nous fera plaisir. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour une révélation choc qui vous laissera sans voix. Alors que la pluie continuait de marteler les pavés de Montmartre, transformant les rues en un miroir sombre où se reflétaient dans les éclairs, Aïssa, le visage encore marqué par la violence de Pierre, fut poussée sans ménagement à l'arrière d'une voiture de police. Les menottes, trop serrées, entaillaient ses poignets, et chaque secousse du véhicule sur les routes glissantes semblait amplifier la douleur qui irradiait dans son corps. Mais ce n'était rien comparé à l'incendie de rage qui brûlait dans son cœur. À l'intérieur du commissariat du 18e arrondissement, l'atmosphère était aussi étouffante que la tempête à l'extérieur. Les murs, peints d'un gris délavé, semblaient en suinter une odeur rance de désespoir et de papier humide. Les néons clignotaient par intermittence, projetant une lumière blafarde sur les visages indifférents des officiers. Pierre, le menton relevé avec une arrogance insupportable, la traîna jusqu'au comptoir d'enregistrement, ses doigts serrant son bras comme un étau. « On a une agitatrice ici », annonça-t-il avec un rictus mauvais, sa voix résonnant dans le hall presque désert. Les regards des autres policiers, certains occupés à siroter un café froid dans des gobelets en plastique, d'autres à classer des dossiers, se posèrent sur Aïssa avec une indifférence glaciale. Pour eux, elle n'était qu'un numéro de plus, une ombre de plus dans la longue liste des injustices quotidiennes. L'officier derrière le comptoir, un homme d'âge mûr nommé Gérard, aux lunettes épaisses et au visage marqué par des années de routine, leva à peine les yeux de ses papiers. « Quels sont les chefs d'accusation » demanda-t-il d'un ton mécanique, comme s'il récitait une litanie qu'il connaissait par cœur. Pierre, un sourire narquois aux lèvres, répondit sans hésiter. « Résistance à l'autorité, outrage et trouble à l'ordre public. » Chaque mot était une lame qui s'enfonçait dans la poitrine d'Aïssa. Elle sentit une chaleur insoutenable monter en elle, un mélange de colère et d'humiliation. « C'est un mensonge !» explosa-t-elle, sa voix tremblante de fureur contenue. « Cet homme m'a frappé, il m'a extorqué, il m'a traité de sale noire et m'a jeté au sol comme un animal. Vous ne pouvez pas fermer les yeux sur ça. » Mais Gérard, après un bref regard dans sa direction, haussa les épaules avec un soupir las. « La version de l'agent Dubois est celle qui compte ici, madame. » Ces mots, prononcés avec une froideur bureaucratique, furent comme une gifle. Aïssa sentit son sang bouillir, ses poings se serrer malgré les menottes. Elle voulait hurler, briser ce silence complice qui protégeait les abus de pouvoir, mais elle savait que chaque cri ne ferait que renforcer leur narrative contre elle. Un détail inattendu vint ajouter une couche de tension à la scène. Au fond du commissariat, un vieux poste de radio, oublié sur une étagère poussiéreuse, se mit à grésiller avant de diffuser une chanson de Charles Aznavour, La Bohème. Les notes mélancoliques, évoquant un Paris idéalisé et romantique, semblaient se moquer cruellement de la réalité sordide qui se jouait sous les néons. Pierre, ignorant la musique, se pencha vers Aïssa, son souffle chaud contre son oreille.
Tu vas apprendre à respecter l'autorité, toi et ceux de ton genre, murmura-t-il, sa voix dégoulinante de venin raciste. Ces mots, plus que les coups, ravivèrent une flamme de révolte dans l'âme d'Aïssa. Elle le fixa, ses yeux noirs brillant d'une rage pure, et répondit d'une voix basse mais ferme. « Vous ne me briserez pas. Vous entendrez parler de moi, je vous le jure. » Pierre éclata d'un rire sec, mais une lueur d'incertitude traversa son regard. Il savait qu'il venait de provoquer une tempête qu'il ne pourrait peut-être pas contenir. Gérard, indifférent à l'échange, termina de remplir les formulaires et fit un signe à Pierre. « Emmenez-la en cellule », ordonna-t-il, avant de retourner à ses dossiers comme si rien d'important ne s'était passé. Pierre attrapa Aïssa par le bras et la traîna à travers un couloir étroit, ses pas résonnant sur le sol de béton fissuré. À chaque pas, l'odeur de moisi et de désespoir devenait plus suffocante. Les cellules, alignées comme des cages rouillées, semblaient attendre leur proie avec une patience morbide. Pierre ouvrit une porte en fer grinçante et poussa Aïssa à l'intérieur avec une brutalité gratuite. Elle trébucha, mais se redressa immédiatement, refusant de lui donner la satisfaction de la voir tomber. « Profite bien de ton séjour, princesse », ricana-t-il avant de claquer la porte. Le bruit métallique de la serrure résonna comme un glas, scellant son sort dans cet enfer de béton. La cellule était un cachot minuscule, à peine éclairé par une ampoule vacillante suspendue au plafond. Les murs, couverts de taches d'humidité, semblaient en suinter une sueur froide, et un lit de métal rouillé, recouvert d'un matelas fin comme du papier, était le seul meuble. Un seau dans un coin, servant de toilette, dégageait une puanteur insupportable. Aïssa s'assit sur le lit, le métal grinçant sous son poids, et sentit une vague de désespoir l'envahir. Mais ce désespoir fut rapidement balayé par une rage incandescente. Elle pensa à son mari, Marc, un capitaine de police à Lyon, et à la promesse qu'elle s'était faite de ne jamais plier face à l'injustice. Elle savait que Marc viendrait pour elle, qu'il ferait trembler les murs de ce commissariat. Mais pour l'instant, elle était seule, prisonnière d'un système corrompu qui protégeait les bourreaux comme Pierre. Un souvenir surgit soudain dans son esprit, ajoutant une couche de douleur à sa colère. Quelques semaines plus tôt, lors d'un dîner dans un petit bistrot de Montparnasse, elle avait entendu des rumeurs sur Pierre. Un serveur, un jeune homme d'origine maghrébine, lui avait confié à voix basse que Pierre avait l'habitude de harceler les minorités, extorquant de l'argent ou les jetant en cellule pour des infractions inventées. « Il a détruit ma vie », avait murmuré le jeune homme, les yeux brillants de larmes. Aïssa n'avait pas pris cette histoire au sérieux à l'époque, pensant que cela ne la toucherait jamais. Mais maintenant, elle comprenait. Elle était devenue une victime de plus, un nom de plus sur la liste des opprimés. Cette pensée fit monter une vague de fureur si intense qu'elle en trembla. Elle frappa le mur de sa cellule, ignorant la douleur qui irradiait dans ses phalanges. « Je ne serai pas une victime », murmura-t-elle à elle-même, sa voix résonnant dans l'espace confiné. « Je vais me battre. » Alors que les notes de la bohème s'évanouissaient dans le lointain, remplacées par le silence oppressant du commissariat, Aïssa sentit une détermination nouvelle s'ancrer en elle. Elle savait que cette nuit marquerait un tournant. Elle n'était pas seulement une femme injustement emprisonnée. Elle était une combattante, une tempête prête à éclater. Et lorsque Marc arriverait, il ne trouverait pas une épouse brisée, mais une lionne prête à rugir contre l'injustice. Les murs froids du commissariat semblaient se refermer sur elle, mais ils ne pouvaient contenir la fureur qui grandissait dans son cœur. Cette nuit, Paris n'avait pas fini de trembler. Dans l'obscurité oppressante de sa cellule, Aïssa serrait les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes alors qu'elle fixait le mur taché d'humidité. Chaque seconde passée dans cet enfer du commissariat du 18e arrondissement renforçait sa détermination. Elle savait que Marc, son mari, ne la laisserait pas pourrir ici. À des kilomètres de là, à Lyon, Marc, capitaine de police respecté, venait de raccrocher le téléphone, le visage déformé par une rage qu'il n'avait jamais connue auparavant. La voix tremblante d'Aïssa, ses sanglots étouffés par la peur et l'humiliation, résonnaient encore dans son esprit comme un appel à la guerre. Il ne pouvait plus attendre. Laissant derrière lui les lumières chaleureuses de sa maison lyonnaise, il s'élança dans sa voiture, un vieux modèle Peugeot 306, et prit la route pour Paris, bravant la tempête qui semblait vouloir déchirer le ciel en deux. Les essuie-glaces luttaient contre les trombes d'eau, et chaque éclair illuminait son visage crispé, ses yeux brûlants d'une colère volcanique. Il n'était plus un simple capitaine de police,
Il était un homme prêt à tout pour venger l'injustice infligée à sa femme. Le trajet de 400 km fut une descente aux enfers. À chaque péage, à chaque station-service déserte où il s'arrêtait pour reprendre son souffle, Marc revivait les mots d'Aïssa. Il m'a frappé, Marc. Il m'a traité de « sale noir ». Ces paroles, comme des lames, lacéraient là son cœur. Il frappa le volant de toutes ses forces, un cri primal s'échappant de sa gorge, un mélange de douleur et de fureur. À mi-chemin, près d'Auxerre, une panne soudaine de sa voiture ajouta une couche de tension à son calvaire. Sous une pluie battante, il sortit, trempé jusqu'aux os, et tenta de réparer le moteur, ses mains glissant sur les pièces grasses. Un camionneur s'arrêta, un homme bourru au visage marqué par la route, et lui lança un regard méfiant. « T'es pressé, on dirait. Mais fais gaffe, mec, on dirait un type qui cherche la guerre. » Marc ne répondit pas, mais ses yeux, brillants d'une détermination féroce, parlaient pour lui. Après une heure de lutte, le moteur rugit à nouveau, et il reprit la route, plus déterminé que jamais. Arrivé à Paris au petit matin, Marc gara sa voiture dans une ruelle sombre, près du commissariat du 18e arrondissement. La pluie avait cessé, mais l'air était encore chargé d'électricité, comme si la ville elle-même sentait la tempête qui approchait. Il sortit de son véhicule, une silhouette imposante dans son manteau noir trempé, et marcha d'un pas décidé vers l'entrée du commissariat. À l'intérieur, l'atmosphère n'avait pas changé. Les néons clignotaient toujours, et l'odeur de papier humide imprégnait les lieux. Mais l'arrivée de Marc brisa le calme bureaucratique comme un coup de tonnerre. « Où est-elle » rugit-il, sa voix grave faisant sursauter les officiers présents. Les têtes se tournèrent, et un silence lourd s'installa. Gérard, l'officier de permanence, releva les yeux de ses dossiers, visiblement agacé. « Capitaine, Marc, c'est ça ? Calmez-vous, vous êtes dans un commissariat, pas dans une arène. » Mais Marc n'était pas d'humeur à écouter des conseils. Il s'avança, ses poings serrés, et frappa le comptoir avec une force qui fit trembler les piles de dossiers. « Ne me parlez pas de calme. Votre homme, Pierre Dubois, a battu ma femme, l'a insultée à cause de sa couleur de peau, et vous osez me dire de me calmer ?» C'est alors que Pierre apparut, émergeant d'un couloir latéral, son uniforme impeccable contrastant avec le chaos qu'il avait semé. Un sourire narquois étirait ses lèvres, et ses yeux brillaient d'une arrogance insupportable. « Tiens, tiens, le grand capitaine Marc qui vient jouer les héros pour sa petite femme africaine, » lança-t-il, sa voix dégoulinante de mépris. Ces mots furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Marc sentit une chaleur incandescente envahir son corps, une rage si intense qu'elle semblait consumer l'air autour de lui. Il s'élança vers Pierre, traversant le hall en quelques enjambées, et le saisit par le col de son uniforme. « Tu as osé toucher ma femme, sale raciste !» gronda-t-il, sa voix tremblante de colère. Pierre, pris au dépourvu, tenta de se dégager, mais Marc le plaqua contre le mur avec une force brutale, faisant tomber un tableau encadré qui se brisa au sol dans un fracas retentissant. Les autres officiers, d'abord figés par la scène, se précipitèrent pour intervenir, mais Marc était incontrôlable. Il asséna un coup de poing dans le visage de Pierre, le faisant saigner du nez. « Tu vas payer pour ce que tu as fait !» cria-t-il, chaque mot chargé d'une fureur viscérale. Pierre, le souffle coupé, éclata d'un rire cynique, essuyant le sang qui coulait sur son menton. « Tu crois que tu peux me faire peur, capitaine ? Ta femme est une criminelle, et toi, tu vas finir comme elle. » Ces paroles, pleines de venin, attisèrent encore plus la colère de Marc. Il le frappa à nouveau, un coup dans l'estomac qui fit plier Pierre en deux. Mais avant qu'il ne puisse continuer, deux officiers le saisirent par les bras, le tirant en arrière avec force. « Ça suffit, Marc !» hurla Gérard, sa voix tremblante d'autorité. « Vous êtes en train de vous autodétruire !» Marc, haletant, se débattit, mais il était trop tard. Les officiers le maîtrisèrent, et il fut forcé de reculer, ses yeux toujours rivés sur Pierre, qui se relevait lentement, un sourire victorieux sur le visage. « Tu viens de signer ton arrêt de mort », murmura Pierre, sa voix basse mais menaçante. Marc, les poings encore serrés, sentit une vérité amère s'installer en lui. Il ne pouvait pas gagner cette bataille dans les murs de ce commissariat. Le système était pourri, et Pierre était protégé par un réseau de complices. Mais une chose était certaine, ce n'était que le début. Il allait faire tomber Pierre, même si cela signifiait descendre dans les abysses de la vengeance. Alors qu'on l'escortait hors du hall, il murmura à lui-même, presque comme une promesse, « Tu ne sais pas encore de quoi je suis capable, Pierre.
À cet instant, Paris, avec ses rues encore humides de la tempête, semblait attendre l'éruption d'une guerre qui allait tout dévaster sur son passage. Après avoir été expulsé du commissariat, Marc se tenait immobile sous un lampadaire vacillant à quelques rues du 18e arrondissement. L'humidité de la tempête collait son manteau à sa peau, mais il ne sentait ni le froid ni la pluie fine qui recommençait à tomber. Une seule pensée consumait son esprit. Pierre devait payer. Chaque mot de l'officier raciste, chaque sourire narquois qu'il avait affiché en évoquant Aïssa, résonnait comme un tambour de guerre dans son âme. Il monta dans sa Peugeot 306, les pneus crissant sur le bitume mouillé, et prit la direction de Montmartre, là où Pierre vivait dans un immeuble bourgeois au volet vert. La nuit, d'un noir d'encre, semblait complice de son projet. Les rues de Paris, encore luisantes de la tempête, étaient presque désertes, à l'exception de quelques silhouettes furtives qui se hâtèrent sous leur parapluie. Marc gara sa voiture dans une ruelle sombre, à l'abri des regards, et sortit un bidon d'essence qu'il avait pris dans son coffre. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage si intense qu'elle semblait faire vibrer l'air autour de lui. Il s'approcha de l'immeuble de pierre, son souffle formant des volutes blanches dans l'air glacial. Les fenêtres étaient éteintes, mais une lumière tamisée filtrait à travers les rideaux du deuxième étage, indiquant que Pierre et sa femme, Sophie, étaient fort probablement endormis. Marc força la porte de service à l'arrière, un vieux cadenas rouillé cédant sous un coup sec de son pied de biche. À l'intérieur, l'odeur de cire et de bois verni contrastait avec la fureur qui l'animait. Il monta les escaliers en silence, chaque marche grinçante amplifiant le battement de son cœur. Arrivé devant l'appartement de Pierre, il versa l'essence sur le palier, formant une traînée qui descendait jusqu'au rez-de-chaussée. Mais avant d'allumer la flamme, il frappa à la porte, 3 coups lourds qui résonnèrent comme un glas dans le silence de la nuit. Sophie ouvrit, encore à moitié endormie, ses cheveux blonds en désordre. « Qui est-ce » murmura-t-elle, mais en voyant Marc, ses yeux s'écarquillèrent d'effroi. « Fuyez maintenant » gronda-t-il, sa voix rauque de colère. Sophie hurla, réveillant Pierre, mais Marc n'attendit pas. Il craqua une allumette et la lança sur la traînée d'essence. Une flamme jaillit immédiatement, un serpent de feu qui s'élança vers l'appartement, dévorant tout sur son passage. Les flammes rugissaient, léchant les murs et les meubles avec une voracité terrifiante. Pierre, torse nu, surgit dans le couloir, tirant Sophie derrière lui. « Espèce de fou !» cria-t-il en voyant Marc, qui se tenait en bas des escaliers, les yeux brillants d'une rage incandescente. « Tu as détruit ma femme, Pierre !» hurla Marc, sa voix couvrant le crépitement du feu. « Tu l'as humiliée, tu l'as battue, tout ça parce qu'elle est noire. Ce n'est que le début de ta punition. » Pierre, le visage déformé par la peur et la colère, tenta de descendre pour l'affronter, mais une explosion soudaine, une bouteille de gaz oubliée dans la cuisine, secoua l'immeuble, projetant des éclats de verre dans toutes les directions. Sophie hurla de plus belle, ses mains couvrant son visage alors que des flammes commençaient à roussir ses cheveux. Pierre, les poumons brûlés par la fumée, la saisit et la traîna vers une fenêtre du premier étage. Ils sautèrent, atterrissant lourdement sur le trottoir, leur corps couvert de suie et de brûlures. Marc, resté à l'extérieur, observait la scène depuis la rue, son visage éclairé par les flammes qui dansaient comme des démons. Il sortit un morceau de papier de sa poche et le lança vers Pierre, qui se relevait péniblement, toussant violemment. Le vent fit glisser la note sur le pavé, et Pierre, les mains tremblantes, la ramassa. Les mots, écrits d'une écriture rageuse, étaient en clair. « À vous, ou ce n'est que le début. » Pierre releva les yeux, croisant ceux de Marc. Pour la première fois, il vit dans le regard de cet homme une détermination implacable, une fureur qui ne s'éteindrait pas. « Tu es un homme mort, Marc !» cracha Pierre, sa voix brisée par la fumée et la haine. Mais Marc se contenta de sourire, un sourire froid, presque inhumain. « C'est toi qui as signé ton arrêt de mort, Pierre », répondit-il avant de tourner les talons et de disparaître dans la nuit. Alors que les sirènes des pompiers commençaient à retentir au loin, les voisins, réveillés par l'explosion, se rassemblèrent sur le trottoir, leurs visages éclairés par les flammes. Certains murmurèrent des prières, d'autres filmèrent la scène avec leur téléphone, fascinés par le spectacle de la destruction. Mais parmi eux, une vieille femme, une ancienne résistante qui avait connu les heures sombres de l'occupation, observait Marc s'éloigner. Elle murmura pour elle-même « Cet homme porte la colère d'un peuple. Il ne s'arrêtera pas. » Cette nuit-là,
Paris ne fut pas seulement le théâtre d'un incendie, mais le point de départ d'une guerre personnelle. Une guerre où la justice et la vengeance se mêlaient dans un tourbillon de feu et de sang. Marc savait qu'il avait franchi une ligne, mais il n'avait aucun regret. Pour Aïssa, pour toutes les victimes de l'injustice raciste, il était prêt à tout. Et cette pensée, plus que les flammes qui dévoraient l'immeuble de Pierre, était ce qui le consumait vraiment. Alors que les flammes dévoraient encore les restes calcinés de l'immeuble de Pierre, un nuage de fumée noire s'élevait dans le ciel de Montmartre, visible depuis les hauteurs de la basilique du Sacré-Cœur. Pierre, couvert de suie, se tenait sur le trottoir, un bras autour de Sophie qui tremblait de froid et de choc. Mais dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, seulement une haine pure, une soif de vengeance qui brûlait plus fort que l'incendie qu'il venait d'échapper. Marc avait osé s'attaquer à lui, un officier de police, un homme qui se croyait intouchable. « Il va payer », murmura Pierre à lui-même, sa voix rauque et pleine de venin, tandis qu'il serrait le morceau de papier laissé par Marc dans sa main, les mots « à vous » ou « ce n'est que le début », gravés dans son esprit comme une promesse de guerre. Il savait que Marc ne s'arrêterait pas, et lui non plus. Sous les regards curieux des voisins et le hurlement des sirènes des pompiers, Pierre prit une décision. Il allait traquer Marc, le briser et lui faire regretter d'avoir osé le défier. Quelques heures plus tard, alors que le jour se levait sur Paris, Pierre se retrouva dans un bistrot miteux du quartier de Belleville, un lieu connu pour être un repère de flics véreux et de malfrats. L'odeur de tabac froid et de vin bon marché emplissait l'air, et les conversations chuchotées des clients formaient un brouhaha constant. Pierre, le visage encore marqué par les brûlures et la suie, s'assit à une table au fond, son uniforme froissé et taché. Il avait convoqué 3 collègues, des hommes qu'il savait aussi corrompus que lui, prêts à tout pour protéger leurs intérêts. Il y avait Julien, un vétéran de la brigade anti-émeute, avec un passé trouble, connu pour sa brutalité. Théo, un détective qui connaissait tous les bas-fonds de Paris. Et enfin, Hugo, un jeune officier ambitieux, prêt à salir ses mains pour gravir les échelons. Marc a dépassé les bornes, commença Pierre, sa voix basse mais vibrante de rage. Il a brûlé ma maison, menacé ma femme, et il pense qu'il peut s'en tirer comme ça? Les hommes échangèrent des regards, leur visage durci par l'idée de la vengeance. Julien, en allumant une cigarette, répondit d'un ton sec « Qu'est-ce que tu veux faire, Pierre ?» Pierre tapa du poing sur la table, faisant trembler les verres. « Je veux qu'il disparaisse !» cria-t-il, attirant les regards des autres clients qui se turent un instant avant de reprendre leur murmure. Pierre savait où trouver Marc. Grâce à ses contacts au sein de la police, il avait appris que Marc, après l'incident au commissariat, avait été vu dans un café près de la gare du Nord, probablement pour planifier sa prochaine attaque. Mais ce que Pierre ignorait, c'était que Marc avait anticipé sa réaction. Alors que Pierre et ses hommes quittaient là le bistrot, un informateur, un serveur discret qui avait entendu leur conversation, envoya un message à Marc. « Ils viennent pour toi. » Marc, assis dans un café bondé de la gare du Nord, reçut le message sur un vieux téléphone à clapet qu'il utilisait pour rester discret. Ses yeux s'assombrirent et une vague de fureur l'envahit. Il n'allait pas fuir, il allait se battre. Il sortit du café, se fondant dans la foule matinale, et se dirigea vers une rue isolée près du canal Saint-Martin, un endroit qu'il savait parfait pour tendre un piège. La nuit suivante, alors que Paris s'endormait sous un ciel gris et lourd, Pierre et ses hommes prirent position. Ils savaient que Marc empruntait souvent une petite rue près du canal pour rentrer chez un ami où il se cachait. Les lampadaires, à moitié cassés, projetaient une lumière vacillante sur les pavés humides et l'odeur de l'eau stagnante du canal ajoutait une note sinistre à l'atmosphère. Pierre, armé d'un pistolet, ordonna à ses hommes de se poster aux 2 extrémités de la rue, bloquant toute issue. « On le prend vivant », murmura-t-il, ses yeux brillants d'une haine froide. Mais à peine avait-il pris position que des phares surgirent au loin. C'était la voiture de Marc, une Peugeot 306 cabossée, roulant à toute vitesse. Pierre leva son arme, prêt à tirer, mais Marc, anticipant l'embuscade, donna un coup de volant brutal, faisant déraper la voiture dans un crissement assourdissant. Les pneus crissèrent sur le pavé et la voiture heurta un lampadaire, qui s'effondra dans une gerbe d'étincelles. Marc sortit en trombe de la voiture, une barre de fer à la main, ses yeux brûlants d'une rage incontrôlable. « Vous voulez jouer, bande de lâches » hurla-t-il, sa voix résonnant dans la rue déserte. Pierre, pris de court, tira un premier coup de feu, mais la balle ricocha contre un mur, manquant Marc de justesse.
Théo et Hugo se précipitèrent envers lui. Mais Marc, mu par une fureur pure, frappa Théo avec la barre de fer, le faisant s'écrouler en gémissant de douleur. Hugo tenta de le maîtriser, mais Marc le repoussa d'un coup de coude dans le visage, brisant son nez dans un craquement sinistre. Pierre, voyant ses hommes tomber, sentit une peur froide l'envahir, mais sa haine était plus forte. Il tira à nouveau, et cette fois, la balle effleura l'épaule de Marc, faisant jaillir un filet de sang. Marc grogna de douleur, mais ne s'arrêta pas. Il se précipita vers Pierre, le plaquant au sol avec une force brutale. « Tu as détruit ma femme et maintenant tu veux me tuer ?» cria-t-il, son poing s'abattant sur le visage de Pierre encore et encore. Mais Julien, qui s'était relevé, surgit derrière Marc et lui asséna un coup violent à la nuque avec la crosse de son arme. Marc s'effondra, son corps heurtant le pavé avec un bruit sourd. Il tenta de se relever, mais sa vision se brouillait et le sang coulait de sa blessure à l'épaule. Pierre, le visage ensanglanté, se releva lentement, un sourire tordu sur les lèvres. « Tu es fini, Marc, » murmura-t-il, sa voix tremblante de rage et de triomphe. Il ordonna à Julien de le menotter, mais alors qu'il le traînait vers leur voiture, un bruit inattendu résonna. Des sirènes. Quelqu'un, un passant anonyme, avait entendu les coups de feu et appelé la police. Pierre jura entre ses dents, comprenant qu'il devait agir vite. Ils jetèrent Das Marc à l'arrière de leur véhicule et démarrèrent en trombe, laissant derrière eux la rue dévastée où l'odeur de poudre et de sang flottait encore dans l'air. Alors que la voiture s'éloignait à toute vitesse, Marc, à moitié conscient, murmura à lui-même, sa voix faible mais empreinte d'une détermination farouche, « Ce n'est pas fini, Pierre, je te retrouverai. » À cet instant, Paris, avec ses canaux sombres et ses ruelles désertes, semblait être le théâtre d'une guerre sans fin, une guerre où la justice et la vengeance s'entremêlaient dans un cycle de violence et de haine. Pierre pensait avoir gagné cette bataille, mais il ignorait que Marc, même blessé, était loin d'être brisé. La fureur qui l'animait était plus forte que la douleur, plus forte que les chaînes. Et quelque part, dans une cellule froide du 18e arrondissement, Aïssa sentait, au fond de son cœur, que son mari se battait pour elle, et cette pensée lui donnait la force de tenir. Alors que les sirènes des voitures de police s'éloignaient dans les rues humides près du canal Saint-Martin, Marc, menotté à l'arrière du véhicule de Pierre, sentit une douleur lancinante irradier dans son épaule blessée. Le sang coulait encore, tachant son manteau noir, mais ce n'était rien comparé à la tempête de rage qui bouillonnait en lui. Pierre, assis à l'avant, un mouchoir pressé contre son nez ensanglanté, se tourna vers lui avec un sourire mauvais. « Tu as voulu jouer les héros, Marc, mais regarde où ça t'a mené, » ricana-t-il, sa voix chargée de mépris. Marc, les yeux brûlants de colère, ne répondit pas, mais chaque mot de Pierre attisait sa détermination. Il savait qu'il devait s'échapper, non seulement pour lui, mais pour Aïssa, toujours enfermée dans une cellule froide du 18e arrondissement. Pendant ce temps, au commissariat, Aïssa, ignorant le chaos qui se déroulait dans les rues de Paris, luttait contre un autre enfer. Condamnée à 3 ans de prison pour des accusations fabriquées, elle venait de recevoir la visite d'un avocat commis d'office, un homme fatigué nommé Étienne, qui lui annonça que son procès serait expédié dans les prochains jours. « Ils veulent en faire de vous un exemple », murmura-t-il, évitant son regard. Ces mots, comme un coup de poignard, firent monter une vague de fureur dans le cœur d'Aïssa. Elle frappa le mur de sa cellule, ses phalanges déjà meurtries, et cria « Je ne suis pas un exemple, je suis une victime de votre système pourri. » De son côté, Marc, après un trajet interminable dans la nuit parisienne, fut conduit dans un entrepôt désaffecté près du port de Marseille. Pierre et ses hommes l'avaient choisi comme lieu pour leur vengeance, loin des regards indiscrets. L'odeur de rouille et d'huile rance emplissait l'air et les murs de tôle vibraient sous les bourrasques du vent méditerranéen. Pierre, toujours animé par une haine viscérale, ordonna à ses complices de préparer Marc pour un interrogatoire brutal. « On va voir jusqu'où un capitaine de police peut tenir », dit-il, un sourire sadique étirant ses lèvres. Mais ce que Pierre ignorait, c'était que Marc avait des alliés, des hommes loyaux qu'il avait contactés avant l'embuscade. À l'aube, alors que Pierre et ses hommes s'apprêtaient à passer à l'action, une explosion retentit à l'entrée de l'entrepôt. Une grenade fumigène, lancée par les hommes de Marc, remplit l'espace d'une fumée épaisse, semant la panique. Dans la confusion, les alliés de Marc, des anciens collègues de la brigade criminelle qui croyaient encore en la justice, surgirent, armés et déterminés. Une fusillade éclata,
les balles sifflant dans l'air comme des guêpes enragées. Marc, profitant du chaos, brisa ses menottes en les frottant contre un morceau de métal rouillé, chaque mouvement ravivant la douleur dans son épaule. Il se releva, les yeux brillants d'une rage inextinguible, et se précipita vers Pierre. Pierre, pris au dépourvu, tenta de s'enfuir, mais Marc le rattrapa dans un couloir sombre de l'entrepôt. « Tu ne m'échapperas pas, raciste !» rugit-il, sa voix résonnant contre les murs de tôle. Il le plaqua au sol, ses poings s'abattant sur lui avec une force brutale. Chaque coup était un cri de vengeance pour Aïssa, pour toutes les humiliations qu'elle avait subies. Mais alors que Marc levait le poing pour un coup final, un de ses alliés, un homme nommé Vincent, l'arrêta. « On a un meilleur plan », dit-il, tenant une seringue remplie d'un sédatif. Ils décidèrent de ne pas tuer Pierre. Ce serait trop facile. À la place, ils l'injectèrent, l'assommant instantanément, et le traînèrent jusqu'à un bateau clandestin amarré au port de Marseille. Pierre fut chargé à bord, destination un centre de détention secret en Afrique du Nord, où il serait emprisonné dans des conditions inhumaines, un sort que Marc jugeait plus cruel que la mort. Pendant ce temps, au commissariat, Aïssa faisait face à une nouvelle épreuve. Lors d'une audience expéditive au palais de justice de Paris, le juge, un homme âgé aux lunettes épaisses, prononça sa sentence sans même la regarder. 3 ans de prison pour résistance à l'autorité. Aïssa sentit une vague de désespoir l'envahir, mais elle se transforma rapidement en une colère incandescente. « Vous appelez ça la justice ?» cria-t-elle, sa voix tremblante de rage, tandis que les gardes la saisissaient pour la ramener en cellule. Mais un incident inattendu survint. Une manifestation éclata devant le palais de justice, organisée par des activistes antiracistes qui avaient entendu parler de son cas. Des pancartes portant des slogans comme « Justice pour Aïssa » et « Non au racisme policier » furent brandis, et la foule commença à scander son nom. Aïssa, emmenée dans un couloir adjacent, entendit les cris à travers une fenêtre entr'ouverte. Une lueur d'espoir perça sa colère. Peut-être n'était-elle pas seule. Dans l'entrepôt de Marseille, alors que le bateau clandestin s'éloignait dans la nuit, Marc, épuisé mais toujours animé par la fureur, regarda l'horizon. Vincent, à ses côtés, posa une main sur son épaule. « On l'a eu, Marc. Mais maintenant, tu es un fugitif. » Marc hocha la tête, ses yeux fixés sur les lumières vacillantes du port. « Je m'en fiche, » murmura-t-il, sa voix basse mais ferme. « Tant qu'Aïssa est en prison, je ne m'arrêterai pas. » À cet instant, il comprit que sa guerre contre l'injustice venait de prendre une nouvelle dimension. Paris, Marseille, et bientôt le monde entier allait en sentir la colère d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Et dans sa cellule, Aïssa, galvanisée par les cris de la foule, sentit une force nouvelle naître en elle. Elle n'allait pas se briser. Elle allait se battre pour elle, pour Marc et pour tous ceux qui souffraient sous le joug d'un système corrompu. Quelques semaines après l'enlèvement de Pierre, Marc fut arrêté lors d'une opération de police d'envergure à Paris. Les autorités, alertées par des informateurs, le traquèrent jusqu'à un appartement discret du quartier latin où il se cachait avec Vincent. Menotté sous les flashs des caméras de télévision, Marc, le visage fermé, fut conduit au palais de justice. Le procès, retransmis en direct sur France 2, devint un spectacle médiatique. Le procureur, un homme sévère nommé Dupont, dépeignit Marc comme un criminel ayant trahi son serment de policier. Il a enlevé un collègue mis en danger des vies innocentes et a fui comme un lâche, tonna-t-il, sa voix résonnant dans la salle d'audience bondée. Marc, impassible, fixait Aïssa, assise au premier rang, ses yeux brillants de larmes contenues. Le juge prononça une sentence de 15 ans de prison, un verdict qui fit trembler Aïssa de rage. « Ce n'est pas la justice !» cria-t-elle, se levant d'un bond, mais les gardes la firent taire. Pendant ce temps, Pierre, emprisonné dans un cachot brûlant en Afrique du Nord, s'échappa en soudoyant un garde avec une montre en or qu'il avait cachée. Après des jours de marche dans le désert, il retrouva Aïssa, libérée sous caution grâce à un avocat véreux. Ensemble, ils jurèrent de revenir à Paris pour détruire Marc, leur haine alimentée par des années de souffrance. 10 ans plus tard, le 22 mai 2025, Marc, libéré après avoir purgé sa peine, vivait dans une maison modeste à la campagne près d'Avignon, avec sa nouvelle compagne, Camille, une femme douce qui ignorait tout de son passé tumultueux. Alors qu'il arrosait les lavandes sous un soleil brûlant, une voiture noire surgit sur le chemin de gravier. Pierre et Aïssa en sortirent,
leur visage déformé par la haine. Pierre, amaigri par ses années de captivité, pointa une arme sur Marc. Tu pensais pouvoir m'oublier après m'avoir envoyé en enfer? Gronda-t-il, sa voix tremblante de fureur. Aïssa, les yeux rougis par la rage, se tourna vers Camille.